Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, pour ce tout nouveau rapport de bataille Age of Sigmar, nous recevons Sam de la chaîne The Squig Herd, spécialisée dans la licence médiévale fantastique de Games Workshop. Pour l'occasion, il sort son armée de Gloomspite, une faction essentiellement constituée de gobelins et de squig. Pour lui faire face, l'armée du studio Creative Wargame, les Luminettes. La partie se jouera en jeu égal avec deux armées d'une valeur de 3000 points chacune. Outre le fait que les armées sur la table soient magnifiques, le jeu n'en sera pas moins intéressant, puisque les deux factions qui s'affrontent s'opposent complètement dans leur gameplay respectif. D'un côté, les Gloomspites, une armée ultra mobile, ultra létale, mais qui pêche parfois sur des aspects trop aléatoires de leurs mouvements et de leurs sorts. Face à eux, les Luminettes, ultra puissantes, avec Teclis ou encore des unités comme les archers sentinelles, mais qui pêchent cependant sur un aspect parfois trop lent et trop enclume de leur armée qui leur empêche de se projeter et de capturer les objectifs pour marquer des points de victoire. La bataille du col est un scénario issu du manuel du général 2020. 4 objectifs sur la table, 1 dans chaque zone de déploiement, 2 au centre. À la fin de chaque tour de joueur, les seigneurs de guerre scoreront des points par rapport aux objectifs qu'ils contrôlent. 1 point quand c'est l'objectif dans leur zone, 2 points par objectif dans le centre de table et 4 points s'ils contrôlent l'objectif de la zone adverse. À la fin de la partie, le joueur qui cumule le plus de points a gagné. Salut, donc c'est Sam de The Squig Herd. Donc en bon squig, j'ai ramené une armée de squig. Aujourd'hui, je viens en la nouvelle allégeance du dernier White Dwarf, les Jaws of Morte. Donc les Jaws of Morte, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle allégeance, sous-allégeance, on va dire, des Gloomspite Gits, qui a deux énormes forces. La première, de fiabiliser les mouvements de toute mon armée, et la deuxième, de me permettre de ramener des unités qui sont mortes à la fin de mes tours. Donc j'ai ramené une grosse liste bien burné, à savoir que j'ai vraiment des gros tons. J'ai ramené avec ça le double bataillon de Squig Rider Stampede qui va faire que mes deux unités de cavaliers que je vais vous présenter juste après vont être des gars 2 en charge avec les attaques de mâchoire. Et le deuxième, le Squig Allonge, qui va me permettre d'avoir un mouvement pré-game sur des 3 unités en début de partie. C'est assez cool, même si sur ce scénario-là, ça ne me permettra pas d'aller taguer directement les objectifs. Concernant la liste elle-même, j'ai ramené vraiment du lourd en termes de héros. Déjà, j'en ai 8 puisqu'on est sur un gros format. Donc minimum 4 battle line et maximum 8 héros. Donc j'en ai ramené 8 évidemment. Donc 2 Loon Boss sur Mangler Squig, 2 énormes tons qui cavalent. J'ai vraiment envie d'en faire des TGV. J'ai ramené Skragot, donc Skragot qui est le vrai boss. Malheureusement je pourrais pas vraiment le jouer en général parce que c'est pas super intéressant puisque sinon je perds le rip-hop. Avec ça j'ai ramené pas mal de magie. 3 Fungoid Cave Shaman, donc avec un Squiggler qui va me permettre de courir charger. Un autre sort Itchy Nuisance qui va permettre de faire taper en dernier. Et un TP sur le dernier Shaman que je ramène, qui est un Madcap Shaman. En 8e héros, j'ai un Loon Boss sur Giant Cave Squig. C'est le petit mec qui est comme ça, sur un Squig un petit peu plus gros, qui est mon général. Et autour de lui, on va avoir une sorte, pas d'immune bravoure, mais une relance de bravoure à 9 pouces autour de lui. En unité de ligne, 4 battle line, j'ai pris le minimum de points possible parce que j'avais envie de ramener le maximum de temps à côté. Donc 4 unités de 6 Squig Herd, ça fait mes battle line, il y a les bergers qui vont avec. C'est cool, on va aller bouffer du mouton et de la vachette. Ensuite, pour les behemoths, j'ai ramené un Colossal Squig. Donc je pense que vous l'avez déjà vu, c'est Red Gobo sur Colossal Squig, c'est un monstre. Il bouffe régulièrement du Stonehorn et du Archaon, donc là j'espère qu'il va continuer à faire le café. J'ai ramené l'unité d'artillerie dont personne n'a peur, qui est le Squig Goba. On va dire que c'était un peu l'inventeur des sentinelles luminettes, puisqu'il tirait à 30 pouces sans ligne de vue. C'est pas la folie, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir de sortir un autre Squig en plus. Et enfin, j'ai 3 Endless Spells, les Chronomantic Cogs pour aller toujours plus vite, le Balewind Vortex pour être toujours plus protégé, et la Prismatic Palisade pour être toujours plus caché. 2 dernières unités, les 2 unités de Boingrot Bounders, c'est la force de frappe de mon armée hormis les Manglers, et j'espère que je vais pouvoir aller tamponner du Luminette.
Salut à toi Seigneur de guerre, c'est Tourop et aujourd'hui je suis complètement saucé puisque j'ai le plaisir enfin de sortir les luminettes du studio. Ça fait plusieurs mois que ces figurines sont dans l'armoire et attendent d'investir le champ de bataille. C'est chose faite et en plus on fait ça en compagnie de Sam de Squigard, ça fait encore plus plaisir. Dans l'armée d'aujourd'hui, eh bien vous allez retrouver la totalité des datasheets qui existent sur le Battletome Luminette. Ça va être décomposé en 3 bataillons qui sont aussi les 3 bataillons sur 4 que présente le Battletome. On va retrouver, donc dans l'ensemble de ces bataillons, on va retrouver 5 héros, à savoir Teclis, le grand, le seul, l'unique. Il va dompter ce champ de bataille et repousser l'invasion des Squig à n'en pas douter. On va retrouver aussi Avalenor, l'énorme vache couplée de 2 énormes massues. Ça, c'est pas rien. On va avoir la lumière d'Eltarion, cette magnifique figurine qui n'est que l'ombre de lui-même puisque c'est une armure sans âme. Et enfin, on va retrouver la Catalar et le Stone Mage. En unité sur la table, vous allez retrouver des Warden, un pack de 20, un pack de 10. On va retrouver aussi des Sentinelles, encore une fois un pack de 20, un pack de 10, ce qui nous fait la totalité de nos 4 Battle Line pour l'ensemble de l'armée. Et enfin, on va avoir 2 packs de 5 Dawn Rider, donc ces magnifiques cavaliers qui seront accompagnés d'une unité de Stone Guard, les gars cornus avec des énormes masses. Voilà donc pour cette armée, c'est la première fois que j'ai l'occasion de la jouer, ça me fait extrêmement plaisir de la mettre sur la table et on se retrouve immédiatement pour le début de la bataille. Concernant mon déploiement, alors ce que j'ai là, c'est que déjà concernant les unités de Squigard qui sont dans le bataillon de la Squigalanche, ce sont les 2 unités qui sont sur le côté, puisque ça va être intéressant pour moi de les faire avancer potentiellement en début de partie pour libérer de l'espace et se rapprocher au maximum de cet objectif. Il faut savoir que j'avais plus de pauses que Tourop, donc ce qui m'a permis de voir d'abord où il plaçait ses sentinelles et donc de me mettre à portée. À partir du moment où il les a mis très loin sur le fond de la table, j'ai pu m'avancer un petit peu sans que mes héros soient menacés. Du coup, j'ai placé en rondonnion devant mes unités de Squigard. Derrière, j'ai placé mon colossal. L'idée, ça va être de libérer un petit peu un espace potentiellement pour mettre un peu la pression sur le T1 tout en restant hors de portée des sentinelles. Derrière, j'ai fait une grosse bulle autour de mon général qui est le Loon Boss sur Giant Cave Squig parce que tout le monde va pouvoir avoir plus 3 de mouvement pour un PC. Ensuite, petit tricks de jeu éventuellement pour Itchy Nuisance qui est le sort qui permet de faire taper en dernier. J'ai placé un Fungoïc Shaman juste ici puisqu'il pourra lancer le Balewind Vortex juste devant lui. Enfin, j'ai placé mes héros globalement sur l'objectif du centre histoire d'avoir un maximum de figues dessus. J'ai mes 2 unités d'impact avec les Bonegrot Bounders juste derrière. J'ai un peu délaissé le côté là-bas. À partir du moment où Tourop n'avait pas mis grand-chose, une unité de Squigard, voire une deuxième qui pourrait se déporter était suffisant. Et enfin, j'ai placé mes 2 Loon Boss sur Mangler Squig qui vont pouvoir apporter leurs auras. Un ici et un ici. Donc c'est à peu près tout. J'ai placé mon unité d'artillerie en fond de table. Et je vais voir un petit peu déjà combien d'unités je vais pouvoir déplacer avant la partie. Et si Tourop, qui a terminé de déployer en premier, va choisir de prendre ou de laisser le premier tour. Ok, eh bien de mon côté, globalement, en termes de déploiement, je suis allé un petit peu vers l'inconnu parce que j'ai pas, la maîtrise du jeu et 2, les connaissances nécessaires à la fois sur les luminettes et sur l'armée de mon adversaire pour faire quelque chose de peut-être un petit peu subtil. Donc je me suis dit, je vais potentiellement laisser un petit peu l'ascendant sur la partie à mon adversaire pour lui laisser diriger un peu les moves, etc. Et je m'adapterai au mieux. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je pense amener mon jeu. En termes de déploiement, vous avez un pack de sentinelles qui est juste ici en fond de cours parce que c'est une unité qui semble assez létale et du coup je me suis dit c'était intéressant de la conserver, donc elle est protégée par un petit rideau de cavalier. Ensuite on a Tonton Teclis qui j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire après tout. Est-ce qu'il va faire le café? Est-ce qu'il va faire la vaisselle? On sait pas, donc ça on va le découvrir très bientôt. Ensuite il est escorté de très près par la lumière et la Catalar, donc ces 2 personnages là, on sait que la Catalar, je sais que la Catalar d'ailleurs j'ai vu l'excellente review Luminette sur la chaîne de Squigard et je sais que la Catalar est un élément clé de mon armée, donc on va essayer de la conserver le plus longtemps possible. Après, on retrouve un pack de Dawn Raider, un pack de Warden. On a les hommes de la montagne, les guerriers aux grosses masses qui se sont stackés dans cet espace-là. Et après, un autre pack de Warden ici, plus centré sur la table. On retrouve aussi un petit pack d'archers que j'ai laissé ici un petit peu excentré. Lui, je l'ai mis de façon à couvrir avec sa distance, de tir jusqu'à la portée maximum sur l'objectif qui est en face, de façon à avoir quand
quand même un petit peu de répondance sur cet objectif, bien que vous ayez compris, dans l'optique de mon déploiement, l'idée, ça va vraiment être de réussir à verrouiller 2 objectifs, donc celui-ci et l'objectif que vous avez là-bas, et de faire un petit peu abstraction du reste, parce que j'ai pas la mobilité et j'ai pas forcément, moi de manière assez générale, j'ai pas trop l'habitude de jouer des gameplays ultra gros qui vont aller chercher les lignes adverses ou les objectifs adverses. Donc je vais essayer de jouer défensif parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc voilà pour ce qui est de mon déploiement. J'ai décidé de mettre ma lune sur ce cadran de table-là. Elle apparaîtra à partir du 2e round de bataille possiblement. Et ensuite, grâce à mon bataillon de la squig à l'anche, je pouvais bouger des 3 unités. J'ai fait un petit 1 et donc j'ai avancé ces squigs qui de toute façon ne pouvaient pas aller sur l'objectif, juste pour ravancer un petit peu l'écran et en bloquant le passage qui était ici. Voilà. Et donc ensuite, Tourop a eu le choix de prendre ou de laisser le premier tour. Et j'ai décidé de prendre le premier tour. Donc phase de héros, je commence avec mes 3 bataillons, j'ai donc 3 points de commandement, j'en gagne un 4e puisque c'est le début de mon tour, c'est le début de ma phase de héros. J'ai jeté mon dé pour savoir si je récupérais, puisque j'ai mis un trait de seigneur de guerre sur ma Catalar qui va me permettre sur un 4+, de regagner un point de commandement supplémentaire au début de chaque phase de héros. C'est raté, je ne regagne pas ce point de commandement et j'attaque immédiatement la phase de héros et la phase, donc dans la foulée, la magie. J'ai décidé d'utiliser Teclis et son aptitude qui vont lui permettre de jeter 4 sorts qui passent automatiquement à 10. Il était éloigné des potentielles sources de dispel de Sam, donc du coup tout passe et il n'a aucun moyen de m'en empêcher. Alors les sorts que j'ai décidé de passer, c'est doubler la caractéristique de mouvement sur mes Dawn Rider. Je vais passer automatiquement aussi le sort qui me permet à mes Warden de devenir éthérés, donc ils ne subiront pas de modificateurs en positif ou en négatif sur leur sauvegarde. Et j'ai décidé aussi de passer le Feel No Pain en bulle autour de Teclis, donc toutes les unités amies entièrement à 18 pouces de Teclis ignoreront les blessures qu'elles subissent sur du 5+. Et enfin, j'ai passé l'éclipse totale, ce qui veut dire que quand mon adversaire va vouloir utiliser un point de commandement, ça lui en coûtera 2, et ça c'est bien fait. Notre ami, le mage de pierre, quant à lui, passe son sort, qui est sur sa datasheet, et qui va lui permettre du coup de voler. Il gagne le mot-clé vol, et ça c'est super stylé. Surtout qu'il vole déjà de base sur son socle. Le mec est quand même en lévitation et en méditation, donc voilà, ça prend tout son sens avec ce sort. Et mes petits cavaliers, vu que c'est Teclis qui leur a donné le double mouvement, ils se sont passés un sort sur eux-mêmes et ils se sont passés la puissance de Ish. Et donc ils généreront des blessures mortelles sur du 5 et du 6 au lieu uniquement du 6. Voilà, en ce qui concerne les archers, j'ai rien passé puisque pour l'instant ils sont à portée de rien du tout, donc ils tireront pas à ce tour-là. Donc voilà, ils restent là en position défensive et maintenant j'attaque ma phase de mouvement. Après la phase des héros vient évidemment la phase de mouvement. On se retrouve donc à la fin de ma première phase de mouvement. Mes Dawn Riders ont donc bénéficié du sort qui doublait leur capacité de mouvement qui était de 14 et qui donc vient à 28. Je les ai projetés loin devant. L'idée est de venir occuper un objectif et potentiellement venir saigner une petite unité au passage. Donc le but de la manœuvre est d'avoir l'objectif. Et si en plus on peut mettre quelques taquets, ça fait toujours plaisir. Et je me suis mis de façon à pouvoir
le charger sur une petite charge et surtout m'assurer qu'il ne puisse pas venir sur un mouvement de consolidation récupérer l'objectif. Ça serait assez embêtant. Donc logiquement, il ne devrait pas pouvoir le faire, sauf si je découvre des surprises au fur et à mesure. Mais c'est aussi un petit peu le but de cette partie, c'est de se surprendre mutuellement. Donc, je pense que Sam risque de plus me surprendre que je ne vais le surprendre. Ceci étant, j'ai avancé un petit peu mon dispositif, j'ai fait avancer mes archers. Je rappelle que je me suis mis en compagnie scintillante sur toutes mes unités Vanari. Donc les mecs sont groupés, ils sont costauds, ils sont solides, mais par contre ils peuvent pas advance. Donc on avance tranquillement, on occupe un petit peu. Et puis je vais quand même bénéficier de la belle aura de Teclis pour protéger tout mon bloc défensif. Et on va immédiatement passer à la phase de tir qui ne donne rien puisque rien n'est apporté, ce qui nous projette immédiatement à la phase de combat. Je vais donc charger avec mes Dawn Riders et engager les premiers affrontements, les premiers coups de lance de ce rapport de bataille. Ok, donc on attaque la première charge de la partie. Donc c'est mes Dawn Riders qui vont charger les Squig, qui sont un petit peu aussi l'avatar de Sam, Squigard. Donc c'est un symbole aussi d'envoyer ses premiers coups de lance sur des Squig. C'est pour mettre la pression psychologique à mon adversaire. C'est une charge, je suis à plus de 3, donc c'est une charge qui fait plaisir. Et c'est une charge à 7 qui passe. Et on va commencer à startiner le groin. On arrive assez rapidement à la fin de mon premier tour de jeu, puisque comme vous l'avez constaté, il n'y a pas énormément d'actions qui ont été amenées. Globalement, les Dawn Riders ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire aller capturer l'objectif et au passage enlever une petite unité à mon adversaire. Ce qui fait qu'à la fin de mon tour, je contrôle 2 objectifs, un dans ma zone, un dans le centre de table. Je gagne donc 3 points à la fin de mon premier tour et je vais immédiatement rendre la main à Sam pour qu'il puisse attaquer son tour de jeu. Donc phase de héros, premier tour côté Jaws of Mork. Alors ça a été assez prolifique avec un petit souci, je vais vous expliquer. Donc il s'est passé pas mal de choses. Déjà Skragot a commencé par lancer les Chronomantic Cogs. C'est passé, c'est une excellente nouvelle. Je vais avoir +2 au mouvement et à la charge sur toute la table. Pareil pour mon adversaire, ça va me permettre d'aller potentiellement assez vite, notamment en sortie de FEP, première chose. Ensuite, il a lancé Nikit sur l'unité de Dawn Riders en mettant 3 blessures mortelles, donc en tuant un ennemi. J'ai ensuite, entre les Fungoïdes et les Madcap Shaman, j'ai loupé mon sort de TP. C'est très dommageable parce que j'avais vraiment envie de téléporter la Mangler seule, sans Loon Boss, en fond de table pour aller chercher les archers. Peut-être au prochain tour, on verra. Par contre, j'ai passé Squiggler avec une grosse valeur de lancement et j'ai pu choisir 3 unités qui vont pouvoir courir et charger. J'ai pris la Mangler Sœur, le Loon Boss sur Mangler qui est là-bas et l'unité de Boingrod Bounders qui est un petit peu en fond de cours. Le Madcap Shaman a pu mettre un Mystic Shield sur un Loon Boss sur Mangler Squig. J'ai loupé mon sort d'Ichimisance et j'ai pu lancer un très magique sur l'unité de Dawn Riders pour mettre une blessure mortelle supplémentaire et en tuer un deuxième. C'est tout pour ma phase de héros, j'ai 5 CP, c'est plutôt la bonne nouvelle, je vais pouvoir en utiliser 2 malgré la totale éclipse et me projeter assez loin, le but étant d'aller impacter des unités un petit peu fond de cours même si ma TP a loupé. Alors pour ma phase de mouvement, ça a été assez surprenant puisque comme je vous ai expliqué, j'ai donné la capacité de courir et charger à certaines unités. Et c'est en partie celles qui m'ont déçu, alors que d'autres sur lesquelles je ne misais absolument rien se sont projetées avec un mouvement énorme, parce que sur quasiment toute mon armée, il faut bien voir que les Squigs ont un mouvement aléatoire, c'est-à-dire 1d6, 2d6, 3d6, voire 4d6, relançable parce que je suis en Jaws of Mork. Donc globalement, ce qui s'est passé, ma première unité de Boingrod Bounders que j'avais prévu de catapulter pour aller chercher Eltarion, c'est lamentablement vautré, puisqu'elle avait fait un 4-5, je me suis dit je vais relancer, j'ai fait 2, naturellement. Ensuite les Manglers. La Mangler, la première à qui je donnais la capacité de courir et charger, a fait un mouvement assez moyen. C'est pas grave, ça me permettra d'impacter. Et ensuite, les 2 autres ont fait des mouvements absolument dingos. Surtout celle qui n'avait pas la capacité de courir et charger, elle a fait 15 sur le 3d6, plus 3 avec l'aptitude de commandement de mon Loot Boss sur Giant Cave Squig qui a donné plus 3 à tout le monde en bulle, et plus 2 grâce au Chronomantic Cogs. Donc je vais vraiment essayer de catapulter 3 Manglers de l'autre côté. J'espère que ça va être vraiment une tuerie. Ensuite, malheureusement, je manquais un petit peu de mouvement pour faire le reste de ce que je voulais. L'unité de Boingrod Bounder, je l'ai un petit peu déportée sur le côté. Le Colossal Squig va aller régler leur compte au cavalier Dawn Riders. J'ai pris un petit peu la table avec mes unités de Squigard. J'ai placé gentiment mon Squig Goba et mon Skragot qui vont essayer de continuer à tirer sur les Dawn Riders, voire sur Eltarion. On va voir, ça peut valoir le coup. Et on va passer à la phase de tir, suivie de la phase de charge qui devrait être un peu fiabilisée grâce au +2 à la charge des Chronomantic Cogs.
On va tout de suite commencer par le tir du magnifique Squig Goba, pièce d'artillerie caractéristique des armées de Squig. Donc c'est parti, le Squig Goba va tirer dans Eltarion. Pourquoi je fais ça? Parce que le Squig Goba n'a pas de rend et Eltarion est éthéré, donc ça tombe bien. Donc j'ai 6 tirs en 4+, on est bien. 3+, on est moins bien. Une seule, sauvegarde. Dans Eltarion, qui tank assez solidement. Ensuite, Skragot va tirer sur les cavaliers d'Onrider. Donc c'est parti, j'ai 6 tirs en 3+. Je suis assez solide à la touche. 3+ pour blesser. 3, reine -1 dans les cavaliers d'Onrider. J'ai donc une sauvegarde à 4 qui passe à 5. C'est parti, il y en a 3 qui sont passés. Ça fait encore un mort. Et ensuite, il me reste un tir avec le Colossal Squig. C'est un tir sur du 5. Non. Fin de la phase de tir côté Jaws of Mork. Nous allons pouvoir nous gaver à la phase de charge. On va commencer par la charge du Colossal Squig. J'ai +2 à la charge dans les cavaliers d'Onrider. Donc 2 et 2, 4. C'est une formalité, ça passe. Grâce au chronomantique Cox d'ailleurs. Sinon, c'était loupé. Sur un 6, c'est une BM. Non. On va charger maintenant avec les Boingrod Bounders, puisque bien qu'ils aient couru avec le sort Squiggler, ils ont la capacité de courir et de charger. Bah, c'est un 11. Donc ce qui va me permettre carrément d'aller chercher là-bas et de mettre quelques blessures mortelles. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et on se retrouve après le positionnement. Donc, charge particulière. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que j'étais à plus de 12-2. Comme je les avais, eux, à moins de 12, j'ai pu déclarer ma charge. Et ensuite, j'ai fait un énorme tremplin. La particularité de cette charge, c'est que j'ai engagé 7 unités de Warden et j'ai placé mes unités, le reste de mes figurines, pour engager l'autre unité de Warden au moment du mouvement de Piline. Donc, BM à l'impact, je vais choisir que les 10 Boingrod Bounders vont infliger des BM sur 7 unités, puisque malheureusement, il faut être à moins d'un de l'unité en question. Je jette 10 dés sur chaque 4+, c'est une BM, et c'est pas mal du tout. On est sur une base de 6 blessures mortelles pour l'unité de Warden qui est là-bas. Et comme elle est dans l'aura du sort de Teclis, j'ai quand même un Feel No Pain à 5 dessus. Exactement. Donc ça me fait 6 Feel No Pain. Je perds 5 Warden et donc je décide d'enlever ceux qui sont les plus proches et qui peuvent potentiellement être tapés par les Boongrot. Et du coup, ça nous met dans cette configuration-là. On commence avec le premier Loon Boss sur Mangler. Lui, c'est celui qui a l'artefact The Chemical. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important parce qu'il va avoir -1 pour être touché au cac et au tir. C'est parti, j'espère une grosse charge. Si jamais il arrive à aller chercher Teclis, c'est champomis pour tout le monde. Ça fait 9 et 2, 11. Donc c'est une bonne charge, ça va me permettre de partir en ligne droite. Je vais voir où j'atterris. Je vole, c'est le luxe. Donc je vais me placer ici. Je ne vais pas me coller, je vais rester à 1/2 pouce parce que ça va me permettre de faire un petit mouvement de pivot tout en restant hors d'emportée d'engagement de Teclis et des cavaliers d'Onrider. Donc c'est parti pour le deuxième Loon Boss. Là, on est vraiment dans une stratégie que l'on peut qualifier de légèrement agressive. Donc c'est parti. Une petite charge à 12, on reste dans le thème. 7 et 2, 9. C'est pas mal, ça va me permettre d'avancer. Alors après, il va falloir que je réfléchisse. Est-ce que j'ai vraiment envie d'engager Avalenor à partir du moment où les luminettes activent 2 par 2? Moi, je pense que tu as envie. Je pense que je vais utiliser ma phase de réflexion. C'est parti, la dernière. Alors ça, c'est la Mangler qu'on peut qualifier de tout nu. C'est-à-dire la Mangler sans Loon Boss dessus. Un petit 12, ça ferait plaisir. J'y ai presque cru, ça fait 7 et 2, 9. J'y ai cru aussi. C'est pas mal, ça me suffit. Ça va me permettre d'aller chercher de l'autre côté et d'utiliser l'aptitude de commandement sur ce Loon Boss sur Giant Cave Squig. À noter que lui n'a engagé ni Avalenor ni la lumière d'Eltarion, ce qui va lui permettre d'être un petit peu plus résistant et d'être serein sur le fait de distribuer son aptitude de commandement à tout le monde pendant toute la phase. Alors c'est une phase de charge qui a été assez prolifique dans l'ensemble. Ça m'a permis, en fait j'ai vraiment fait des grosses charges. Je pense que ce qui va vraiment m'aider, c'est la première charge des Boingrod Bounders qui ont fait 11 plus de 13, puisque ça m'a permis d'aller déjà commencer à aller impacter directement en fond de table et surtout de bloquer quasiment toute son armée. Ce qu'il faut bien voir, c'est que mes Manglers ont fait des belles charges, même hormis les cogs, j'ai fait entre 7, 9, etc. Donc c'est plutôt cool. J'ai essayé de ne pas engager les héros trop violents. Ce qui va m'embêter un petit peu en contrepartie, c'est que déjà les luminettes activent leurs unités 2 par 2, donc ça risque, il va falloir vraiment réfléchir sur l'ordre d'activation et sur ce que j'expose, c'est-à-dire sur les unités de chez Tourop qui vont être engagées au moment où il pourra engager. Donc globalement, phase de charge plutôt sympa. Et puis je pense qu'on va essayer de dégager un petit peu, peut-être si j'arrive à voler un objectif en fond de table. En tout cas, j'ai réussi à sécuriser les miens et à me projeter fortement.
Phase de combat. Déjà pour le début de la phase de combat, il me reste 3 points de commandement. J'ai dit une petite bêtise tout à l'heure sur le Loon Boss sur Mangler qui avait le Clamical. C'est celui qui est placé au milieu évidemment, puisque c'est celui qui va donner son aptitude de coup à tout le monde et qui en plus va bien tanker. Donc j'ai 3 PC, on est toujours sous l'effet de l'éclipse totale. Je vais donc en claquer 2 au lieu de 1 pour utiliser l'aptitude de co du Loon Boss sur Mangler Squig qui va donner +1 à la blesse pour tous les Squigs à 18 pouces autour de moi, ce qui est extrêmement fort, c'est-à-dire exactement là où se joue la bataille. Il me reste donc un PC à la fin du début de la phase de combat. Et on va passer au début de phase de combat côté tour. Donc début de la phase de combat côté Luminette. Moi ce que je vais faire déjà c'est que je vais utiliser le petite aptitude de mon leader du pack Warden. Donc il va utiliser son feu. Il va utiliser un feu, ça n'a pas d'équivalence. Et il va jeter sur un 2+, ça fera D3 blessures mortelles à une figurine à 3 pouces de lui. Bon ben il y a un Giant Squig à côté de lui, donc c'est lui qui prendra. Et après sur la phase de combat, même si ça va se jouer pendant, je vous en parle déjà. Globalement je vais utiliser de l'éther quartz. Et ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une aptitude de commandement de ma Catalar. Enfin je vais utiliser une aptitude de commandement Siar qui va me dire que je vais pouvoir utiliser sur 2 éther quartz sur la même phase. Globalement, le gros pack de Warden qui a déjà perdu 5 gars à la charge des Boongrot. Boongrot Bounder. À la charge des Boongrot, et bien cette unité-là, de toute façon, elle bénéficie de la règle un petit peu éthérée grâce au sort de Teclis, ce qui veut dire que de toute façon, il n'y aura pas de modificateur de sauvegarde en positif ou en négatif sur eux. Du coup, eux utiliseront un Ether Quartz pour passer le +1 à la touche. Et l'autre pack qui est sur le flanc, sur mon flanc droit, qui a été impacté par un Mangler Squig, là de ce côté-là, je vais utiliser un Ether Quartz et je passerai +1 à la sauvegarde pour le coup, pour essayer de tanker un petit peu mieux ces attaques qui sont pénétration d'armure 1 et pénétration d'armure de 2. Ça va être très intéressant parce que là, je viens vraiment de me faire agresser par une vieille bande de Squig énervés et j'ai absolument aucune idée de ma capacité à tanker ou à résister à la puissance qui va, que Sam va mettre en jeu. C'est super intéressant et je suis super curieux de voir comment va se passer cette phase de combat. Je vous propose qu'on la découvre tous ensemble immédiatement. Alors c'est parti, début de la phase de combat comme j'ai dit. Cette Mangler avec The Clamical, avec le Loon Boss, a claqué un PC. +1 à la blesse pour tout le monde à 18 pouces. Ça pique. Globalement c'est champomis pour tout le monde, là on peut le dire. On va commencer par mes activations. Juste pour expliquer brièvement, cette unité va avoir le droit à un peel-in derrière, donc elle va certainement rentrer ici. Cette unité n'a engagé ni Teclis ni les Dawn Rider, donc je suis plutôt serein. Ce Loon Boss n'a engagé ni Eltarion ni Avalenor, donc je suis plutôt tranquille. Celle qui me fait un petit peu peur, c'est tout simplement celle-ci. Donc que vais-je faire? Je vais juste faire un petit mouvement de pivot comme ça, juste histoire de dire que j'ai fait mon peel-in. Et ensuite c'est parti. Je vous avoue que je compte beaucoup sur ce petit gars. On va commencer par les attaques du mec qui est dessus. Donc de toute façon, tu es tout en éthéré, donc on fera tout à la fin. C'est parti, 4 attaques en 4+. 4+, on est déjà sur 2 sauvegardes. Dégâts. Allez. Je fais les sauvegardes dans la foulée, donc j'ai des invulnérables à 4+, relance des As, il y en a une qui passe, et j'ai un Feel No Pain à 5 puisque je suis toujours dans l'aura de Teclis et de son sort, du coup Feel No Pain à 5. Du coup l'unité pour l'instant a perdu 2 gars sur l'activation de cette énorme bestiole. Ouais, je dois avouer que je suis un petit peu triste, donc c'est parti maintenant, j'ai mes 7 attaques de chaîne et boulet, c'est 7 attaques qui vont toucher sur du 2, blessé sur du 2, aïe aïe aïe, ça m'en fait seulement 4. Éthéré à 4+, les gars, ils sont chauds. Reroll des As parce que ça fait plaisir. Et attention, 3d3. Et là, j'espère que tu vas les prendre, ceux-ci. Oh là, la catastrophe, seulement 4. Le Feel No Pain à 5. À 5, ouais, c'est ça. Et ben j'en repère 4. Au total, j'en ai donc perdu 6 sur l'activation de cette énorme bestiole. Ouais, donc je suis un petit peu triste quand même pour le DC dégâts. Donc activation plutôt moyenne de mon côté. Et maintenant, on va passer aux 2 activations côté luminette. Je vais enlever les pertes quand même, et puis après, je m'active. Ok, donc comme vous avez pu le voir, le Mangler n'a pas été excessivement létal sur cette phase. Et en contrepartie, moi j'ai activé 2 unités. La particularité des luminettes, c'est que quand je m'active, au lieu d'activer une seule unité, j'en active 2. C'est pas mal parce que ça compense le fait que ça ne soit pas des brutes de corps à corps. Donc ça m'a permis en gros d'activer mes 2 unités là. Celle-ci, la première, qui n'a ni plus ni moins enlevé que 8 PV sur le Mangler. Il y a eu une très grosse... Alors je touchais à 2+, et je blessais à 3+. Et surtout, il a fait un très mauvais jet de sauvegarde. Sur les 9 blesses que je lui passe, il n'en sauvegarde qu'une seule. À 4+. Et à 4+. Donc ça a été vraiment un vieux foirage pour le Squig. Du coup, il survit à 3 PV, si je dis pas de bêtises. Exactement.
Et de l'autre côté ici, La masterclass. là j'ai été moins efficace, n'empêche qu'ils ont quand même tapé. Et surtout ce que j'ai fait, c'est que je suis venu me rapprocher ici pour éviter que son mangler avance et vienne me toucher Teclis au corps à corps. Donc là il ne pourra plus avancer et venir me chercher Leiden Rider ou Teclis. Et j'ai tapé, je lui ai enlevé que 2 PV. Et maintenant je redonne la main à Sam. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de cette phase de combat, voir comment tout ça se goupille. Ouais, et juste pour revenir un petit peu justement sur ce qui se passe là, c'est qu'en fait c'est intéressant dans la mesure où maintenant je vais engager ces unités une par une, ce qui ne va pas lui donner la possibilité d'activer 2 par 2. Donc j'espère que je vais pouvoir compenser ce petit craquage. Napoléon. Pour cette phase de combat, alors ça a été assez prolifique, on a eu un petit oubli, j'ai eu un petit oubli au début sur les debuffs tweet à la Mangler. Heureusement, le karma m'a rattrapé et elle a quasiment rien fait. Ensuite, au niveau des activations, alors on va commencer par ici. Le colossal, tranquillement avec son -1 pour être touché, a juste nettoyé le terrain. La Mangler s'est occupée des Warden qui étaient ici, elle en a fait sauter quand même 7, donc c'est plutôt pas mal. Les Squig, les Bounders n'ont rien fait. Très important par contre, j'en ai pas perdu, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas éligibles à un test de déroute, ce qui veut aussi dire que l'effet de la Catalar ne les impactera pas ce tour-ci. La Mangler ici a tué 2 Stone Guard, donc assez sympa, et c'est à peu près tout. J'ai perdu, comme on l'a vu tout à l'heure, pas mal de PV ici, et cette Mangler est quasiment full vie. Donc concernant la déroute de mon côté, les Manglers sont des figurines uniques, donc il n'y a rien. Les Bounders n'ont rien perdu. Par contre, toi, de ton côté, tu as pas mal de choses à faire sur la phase de déroute. Phase de déroute, du coup, dans un pack, j'ai perdu 7 Warden et dans l'autre, j'en ai perdu 11. Alors globalement, je vais utiliser la capacité de ma Catalar sur du 2+. Elle va me dire que mon pack qui a perdu 7 Warden ne testera pas. On espère ne pas faire d'as. On n'en fait pas, on est content. Du coup, ça m'économise un point de com. Et éventuellement, je peux utiliser mon point de com pour potentiellement me sauver d'un test de déroute. J'ai 2 solutions possibles. Je peux soit utiliser un point de com pour me sauver d'un test de déroute, soit utiliser un point de com pour faire une bulle autour de la lumière et à 24 pouces, j'ai un commandement à 10, ce qui n'est pas utile puisque là, j'ai plus qu'une seule unité qui va faire un test de déroute. Je vais cramer mon point de com et je vais donc ne pas tester avec mon unité de Warden, ce qui va me prémunir complètement de cette phase de déroute puisque là, j'ai quand même perdu du monde, on va pas se mentir. Fin de mon tour, je vais quand même utiliser l'aptitude des Jaws of Mort qui me permet de ramener une unité entièrement détruite à 12 de ma lune sur un 4+. J'aimerais bien le réussir une fois. Excellent, c'est le 3 des familles. Je ne ramène donc rien. Fin de mon tour 1, je vais marquer mes points. Malheureusement, je n'ai pas réussi à aller récupérer l'objectif adverse. Je vais marquer 2 points parce que je contrôle cet objectif avec les Squigard. J'ai laissé 2 petits socles là-bas, 2 Boingrod Bounders, donc je vais marquer 2 points supplémentaires. Et je contrôle évidemment l'objectif dans mon camp, ce qui me fait 5 points contre 3 pour Torop. Et on est donc sur un score de 5-3 à la fin du premier round de bataille. On va pouvoir passer au jet d'initiative. Oui. Alors, rappelle-moi comment ça fonctionne. un dé chacun. Et tu as eu le premier tour, donc tu as le choix de le prendre ou non. Oui, je vais rejouer, ouais. Très bien. T'es sûr? Oui, je suis sûr, ouais. Phase des héros, globalement, je ne vais pas utiliser d'aptitude particulière. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un Ether Quartz sur mon pack d'archers pour leur permettre de caster un sort à +1. Le but est de faciliter l'accès au sort de Ish qui va me permettre de générer des blessures mortelles sur du 5+. Donc un Ether Quartz utilisé. Évidemment, je suis à portée de ma Catalar. Elle va donc aspirer le malus à la bravoure et le renvoyer sur n'importe lequel des Manglers, sachant que j'ai déjà mis sur les Boongrot, donc je ne peux pas le stacker sur eux. Donc c'est un malus un petit peu qui sert
pas à grand chose en l'occurrence. Et ensuite, on va passer immédiatement à ma phase psychique. Et là, ça devient intéressant parce que c'est une grosse phase de psy. Je vous propose qu'on la joue tous ensemble. Donc là, je vais commencer avec Teclis. Teclis, selon ce qu'on veut faire, il va pouvoir générer ses sorts automatiquement. Au premier tour, j'avais décidé de générer 4 sorts qui passent automatiquement sur du 10. Là, j'ai 2 sorts qui doivent absolument passer. Et du côté des squigs, il y a quand même de la source de dispel. Il a des sorciers qui sont de l'autre côté et qui sont à moins de 30 pouces. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décider de jeter que 2 sorts. Mais pour le coup, ils passeront automatiquement sur du 12. Ça veut dire que ça va être très très difficile à abjurer du côté de Sam. Donc je vais décider en premier de jeter mon aura de Feel No Pain à 18 pouces autour de Teclis. Est-ce que Sam, tu veux dispel? Alors malheureusement, mon Scragot qui a un bonus à la dissipation est hors de portée. Du coup, je ne peux pas prendre la dispel potentiellement à 13 et les autres ne peuvent dispel qu'à 12. Du coup, je ne pourrais pas dissiper les sorts qui sont lancés à 12 par Teclis. Ok, donc premier sort ne peut pas dispel et le deuxième sort, il va passer le gros sort de sa data, à savoir, il va générer à toutes les unités ennemies à 18 pouces de lui, ils vont prendre des blessures mortelles. Sur un 1, il ne se passe rien. Sur un 2, 3 et 4, ça va générer des 3 blessures mortelles. Et sur un 5 et un 6, c'est des 6 blessures mortelles. Ce sort est extrêmement violent. On va commencer par cette unité-là, ici. Et donc, sur un 2+, ça envoie de la mortelle. C'est un 4. Il va donc prendre des 3 blessures mortelles. Ça en fait une. Ensuite, l'unité de... Boingrod Bounders. Boingrod Bounders. Voilà, les Bounders. Eux, c'est parti. Sur un 2+, non, ça ne fait rien. Ensuite, on va sur ce mangler-là. Toujours sur 2+. Ouh, lui, il prend des 6 dans les gencives. Ça va lui chicoter les dents. Ça fait les 4 blessures mortelles. C'est plutôt violent. Et enfin, le dernier, il lui reste 3 PV. On y va sur un 2+. Allez, on va le sécher un bon coup. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça fait 2 As sur 4 unités. Ça n'a pas été ouf, mais c'est comme ça. Donc du coup, je passe à la suite de ma phase de psy. Maintenant, je vais activer ma Catalar. Elle a le sort qui va permettre de cibler une unité ennemie à 18 pouces et de permettre aux unités qui ont des tirs de projectiles de relancer les touches dessus. Ok, ça passe, on est tout à fait ravis. Ensuite, l'archimage sur sa pierre violente, lui, il va jeter, il va bloquer les mouvements potentiellement sur un test de bravoure. Ça passe à 11. Là, par contre, Sam a un dispel. Ouais, c'est un peu dur. Du coup, je vais tenter de le dissiper, sait-on jamais, sur un petit 12. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ok, ça c'est fait pour lui. Teclis c'est fait, les 2 personnages là sont faits. Ne sont pas Psyker ces unités. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais jeter la puissance de Ish, donc pour générer des blessures mortelles sur du 5+, et non du 6 avec les archers. Je rappelle qu'ils ont +1 pour cast. Ça devrait donc me faciliter la tâche. Ça passe, j'en suis tout à fait ravi. Donc eux génèrent des blessures mortelles sur du 5. Je vais faire la même chose sur les cavaliers, mais qui eux ne bénéficient pas pour le coup du +1. Ça passe quand même. Et enfin, je vais faire la même chose sur les Warden ici. Ah, double 1. Eh ben non, ça ne passe pas pour les Warden. Péril du Warp. Et les archers, même chose. Ils vont passer leur pouvoir pour générer de la mortale. Ça passe aussi. Et globalement, j'arrive à la fin de ma phase de magie. Bien, j'ai donc fini ma phase de mouvement. Vous allez donc découvrir sur la table un petit peu ce que j'ai pu faire. Globalement, je me suis désengagé des 2 manglers qui étaient sur mon flanc droit pour pouvoir laisser la place à mes cavaliers de venir charger d'un côté et de l'autre côté pour laisser la place à la lumière d'Elénor de venir saigner l'autre mangler. Il va falloir que je jongle proprement sur ma façon d'aller au corps à corps et notamment mon séquençage par la suite parce que je pourrais activer 2 unités, après il pourra reprendre la main et j'ai 3 manglers à tuer. Donc voilà, j'ai aussi avancé la montagne de l'autre côté parce que lui en plus il va diffuser une aura à 12 pouces qui va mettre -1 la touche. Donc je vais essayer de profiter de ça pour limiter les dégâts de ces manglers lorsqu'il va reprendre la main. J'ai aussi avancé mes archers qui sont restés en pack et qui vont être là essentiellement pour sortir le pack de Bloomgrot. Exactement.
Voilà, eux, on les sort. Voilà, on va leur envoyer une petite salve de flèches, ça va leur détendre un petit peu le... Ça va les détendre. Globalement, ça va les détendre. Et puis voilà, après je me suis positionné. Cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur que j'avais fait sur mon déploiement, c'est-à-dire de laisser une éventuelle place à Sam pour faire sa téléportation sur le champ de bataille et potentiellement venir me chercher les archers. J'avais pas fait attention à ça à mon déploiement. J'ai eu de la chance, son sort n'est pas passé. Le karma a été dans mon sens, on va éviter de le provoquer une seconde fois. J'ai donc cette fois-ci quadrillé un peu mieux ma zone de défense autour de mes archers parce que concrètement, il n'a rien pour les gérer et ça va me permettre de saturer la map pendant un maximum de temps. C'est tout à fait plaisant. Voilà, je vous propose immédiatement qu'on attaque la phase de tir et on va voir enfin ces archers déchaîner les enfers sur le champ de bataille. Je vais donc activer mes sentinelles. Elles vont envoyer leurs 20 salves dans les boon grottes et je vais donc toucher sur du 3+, reroll grâce au sort de la Catalar qui va me filer la relance des charges, la relance des tirs, des touches pardon, sur les boon grosses qu'elle avait ciblées. On est sur du 3+ relançable. Et les 5 qui font des BM. Et là j'ai la relance qui est très bienvenue parce que le jet était vraiment pas bon. Il n'est pas beaucoup bien meilleur non plus. Donc ça c'est des blessures mortelles, elles sont donc passées automatiquement en blessures mortelles. Et ça par contre c'est le jet de blessure et je blesse à 4+. Ouf, le jet a été extrêmement mauvais, c'est dramatique. Donc ça c'est Rennes -1, donc il y a 2 sauvegardes à -1. 2 save à 5. Et ça fait une réussie et donc tu prends 7 PV dans le groin. C'est ça, ça me fait 3 morts pour l'instant. Ok, donc cette unité-là va reprendre la main. Je voulais les faire tirer sur les squigs qui tenaient l'objectif potentiellement. Je ne vais pas le faire. Du coup, je vais remettre une salve là-dessus puisque je n'ai tué que 3 boon grottes. Donc eux, pareil, 3+, relançable. On a 2 mortels supplémentaires. Et ça sera les blessures à 4. Et ça nous fait 4 blessures AP à -1. Donc 4 saves sur du 5. 1 du tout, ça fait 4 et 2, 6. Ça nous fait un total de 13. Ça fait 6 morts de mon côté. Bon, globalement, ça m'amène à ma phase de tir, à la fin de ma phase de tir, puisque j'ai fait tirer mes 2 packs d'archers qui ont réussi à enlever 6 boon grottes. Je pensais enlever le pack, mais c'est aussi pour ça que j'ai passé le sort avec l'archimage, le stone mage. C'était pour m'assurer que derrière, si je faisais pas assez de morts, j'avais quand même un petit... voilà, j'avais ça, tu vois. Et ensuite, j'ai fait tirer la lumière qui n'a rien fait. Elle a fait un as à la touche. Et après, j'ai fait tirer Teclis qui n'a rien fait, qui a fait un as à la blesse. Donc, en bon joueur 40k, j'avais oublié qu'on pouvait tirer sur une unité qui était déjà au corps à corps. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait les 2 tirs de ces gars-là sur ce mangler-là. Mais j'aurais dû les faire sur celui-ci. Ça ne change rien puisque de toute façon, je n'ai rien fait. Par contre, ma vachette, énervée d'apprendre que ses 2 camarades ont fait n'importe quoi, elle décide d'envoyer son marteau de puissance dans son groin. Ça touche sur du 3+. Voilà. Justice est faite, justice est rendue. Cette phase de tir était un scandale total. Échec sur échec. J'espère que ça se passera mieux sur la phase de corps à corps, je vous le cache pas. Ok, j'arrive donc à la fin de ma phase de charge. J'ai envoyé ma cavalerie, ma lumière d'Eltarion, ainsi que... Valénor. Valénor. Ainsi que à Valénor. Donc tout le monde est au corps à corps. Et globalement, je vais attaquer le combat. Et nonobstant le fait d'être heureux, je compte bien détruire ces 3 manglers. Maintenant, il va falloir que je réfléchisse comment je le fais de la façon la plus optimisée possible. C'est parti, donc j'active en premier mon énorme vache. Je vais taper avec son énorme marteau qui fait des damage 5. Elle a 6 attaques. J'ai utilisé un Ether Quartz pour lui passer le +1 pour être le +1 pour toucher. Donc au lieu de toucher à 3, je vais toucher à 2. Ce qui fait donc 6 touches, 6 G de touche à 2+. Allez, pas d'as. Un petit as, et maintenant on blesse à 3, ça va chicoter, on veut le voir imploser le squig. Oh, ça fait 4 saves à -1. Et oui, et petite particularité quand même d'Avalénor, c'est que quand il claque des 6 à la touche, c'est une BM qui m'a mis 3 6 à la touche. Bam. Donc il n'y a rien à faire, je prends 3 dégâts, il me restait 3 points de vie, et comme dirait je sais plus qui, le compte est bon. Ça explose pas ça quand ça meurt? Si, ça va exploser, donc on va faire ça sur Avalénor. Je prends toutes les unités à 6 pouces. Eux, je pense pas, c'est un petit peu long. Avalénor sur un 4+, ouais, des 3 blessures mortelles, 2, Phinopane à 5. 2 Phinopane à 5. Excellent. 2 PV dans son groin. Et maintenant, les Warden, c'est ceux-là qui sont importants pour moi, évidemment. Fallait pas dire ça, Sam, il faut pas dire que c'est important. C'est ceux qui sont pas importants pour moi. Regarde, et là ça passe. Tu fais que les 3, c'est magnifique. Un bon joueur Space Marine, ça. Et donc, ma deuxième activation, d'une importance capitale,
ça va être eh bien, les cavaliers qui sont là-bas. Et là, je vais utiliser un point de commandement pour pouvoir utiliser un nouvel Ether Quartz sur la même phase. Et je vais repasser eh ben, le plus 1 pour toucher sur mes cavaliers de façon à toucher à plus 1 et m'assurer de tabasser cette énorme bestiole. Ok, fin de mon tour 2 qui clairement n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Les archers sur lesquels je misais quand même pour enlever les Boon Grottes n'ont pas réussi à les enlever. J'en ai enlevé que 6 sur le pack. J'ai dû consommer la deuxième escouade d'archers qui n'a pas réussi à faire bien vraiment mieux. Ensuite, eh bien, je suis rentré au corps à corps. Je pensais faire mal. J'ai réussi à enlever le Mangler qui était déjà bien achevé. Donc lui, c'était normal. Par contre, au niveau des corps à corps, mes cavaliers ont été plus ou moins stables et ont fait mal au Mangler qui est sur mon flanc droit. En revanche, la lumière n'a pas été très brillante. Heureusement, en retour, mon adversaire n'a pas été beaucoup plus efficace que moi, ce qui me permet de ne pas perdre non plus mes unités sur mon propre tour. Mais clairement, je pensais faire un peu plus mal. Je vous propose qu'on se retrouve pour le test de déroute, parce qu'il va y avoir quand même un petit peu de déroute, notamment pour ces fameux Boon Grottes qui sont affaiblis en plus grâce à mon sort. Alors pour la phase de déroute, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais avoir un test de déroute à faire sur mes Boon Grot Boonders, théoriquement qui va être à D6 plus 2, parce que j'ai une bravoure normalement à 5. Là, il m'a mis -1, donc j'ai une bravoure qui passe à 4. J'en ai perdu 6, donc D6 plus 2. Par contre, il y a eu 2 cavaliers qui sont morts. Donc la Catalar va tenter au début de la phase de déroute sur un 2+, de me transférer le désespoir, auquel cas j'en perdrai D6 plus 4. Exactement, donc j'en perds D6 plus 4. De toute façon, je peux pas les. Je suis en train de réfléchir si ça vaut le coup que j'immunise bravoure avec un héros à portée, étant donné que pour l'instant, il n'y a pas encore l'éclipse totale. Du coup, vu qu'il n'y a pas eu l'éclipse totale, je vais utiliser le dernier PC avec mon Loon Boss sur Mangler Squig qui va immuniser à la bravoure cette unité. Donc je n'ai pas de test de déroute à faire. Et on va pouvoir attaquer mon deuxième tour avec toute la génération de PC, ma phase de héros. Ok, j'arrive donc à la fin de mon tour 2, je contrôle l'objectif dans ma zone, je contrôle un des 2 objectifs centraux, ce qui me mène donc à 6 points au total, 3 au premier tour et 3 à celui-ci. Sam a 5 points, mais il a joué qu'une fois pour l'instant, donc je lui repasse la main pour le tour 2. Alors, pour cette phase de héros qui a été quand même pour le moins assez prolifique, alors je vais résumer ce qui est passé, parce qu'il y a quand même quelques trucs qui ne sont pas passés. Globalement, avec mon Scragot, j'ai réussi à mettre des 3 BM dans l'unité de Stoneguard, j'ai réussi à rebalancer un trait magique qui a remis encore 2 BM, etc. Au final, j'ai réussi à en tuer un, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, j'ai réussi aussi à passer le sort Squiggler sur des 3 unités, j'ai fait un petit 1. Donc mon unité de Boon Grot Boonders va être catapultée. C'est excellent, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai réussi à lancer ma Mangor qui m'a permis de placer une unité de Squigard en fond de table. Le but, ça va être de loquer le pack de sentinelles au cas où j'ai pas le tour, pour qu'au prochain tour, elle fasse pas grand chose. Le Stone Mage m'avait loqué le pack de 20, donc je vais me contenter du pack de 10, c'est déjà pas mal, et commencer à mettre un pied sur l'objectif. C'est tout pour cette phase de héros qui a été plutôt sympathique, et on va pouvoir passer à ma phase de move. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Vous le voyez pas, mais j'ai vraiment le sourire parce que là, le plan de jeu s'offre à moi, la table s'offre à moi. En gros, qu'est-ce qui se passe? J'ai pu désengager ma Mangler qui a l'artefact du Clammy Call qui lui permet d'avoir un -1 pour être touché. Pourquoi? Parce qu'elle est centrale au niveau du positionnement et c'est donc elle qui va utiliser l'aptitude de commandement pour donner un +1 à la blesse à tous les squigs autour. L'autre Loon Boss sur Mangler, je l'ai laissé engager. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis pas très inquiet d'être engagé avec 3 Dawnrider. Il me reste suffisamment de PV. Et au pire, s'il tape avant moi, je vais pouvoir rentrer dans un profil un peu plus énervé. À côté de ça, les 4 Boon Grot Boonders sur lesquels j'ai investi au tour d'avant en payant un point de commandement vont avoir pour but de sécher
l'unité de Stone Guard avec quelques BM à l'impact et des bonus à la charge. L'unité de Bone God Bounders, vous l'avez bien compris, c'est vraiment les MVP de ma partie. Le but, ça va être de nettoyer ce pack-là, notamment avec les BM à l'impact, malgré le debuff tweet d'Avalenor qui m'embête beaucoup. Ici, de ce coin de la table, sur ce coin de table, j'ai vraiment essayé de faire 2 rideaux, histoire de me protéger sur 2 tours, en fait, si les archers ne viennent pas sur moi. Ensuite, j'ai pu catapulter mon Colossal Squig qui a fait un mouvement à 4d6, il a fait plus de 20, en plus avec le bonus des cogs, c'est vraiment une dinguerie. Ce qu'il va faire va un peu dépendre de ma phase de tir, parce que je vous avoue que je mise pas mal sur mon Squig Goba, j'ai très certainement tort, mais c'est pas grave, et aussi sur le tir de mon Scragot, qui a une ligne de vue sur Eltarion que j'espère il va réussir à rentabiliser. Le plan de jeu, là, qu'est-ce que c'est? L'idée, ça va être de nettoyer ce pack-là. Mine de rien, il n'y a pas beaucoup de figurines sur l'objectif de Tour Up dans le fond. Ce qui va se passer, c'est que eux, malheureusement, ils ont une charge à 9 ici. Le problème, c'est que si j'arrive à charger, potentiellement, il y a des archers qui vont se rabattre. Donc peut-être que si j'arrive à charger le Stone Mage et à faire un petit écran comme ça pour placer 1 ou 2 figues en nettoyant l'unité de Warden, ça sera tout bénef pour moi. Donc là, j'attends surtout de voir ce que va donner la phase de tir. Et ensuite, les phases de charge, ça va être absolument primordial. Alors, Scragot a mis une masterclass à Monsieur Eltarion en lui mettant une blessure. Et comme il lui a mis une blessure qui a été gardée et non annulée avec son stick, Monsieur Eltarion va prendre une blessure mortelle potentiellement à la fin de chaque round de bataille. Donc ça serait absolument magique de le tuer comme ça sans rien faire à la fin du 2e round. C'est tout pour ma phase de tir. Le Colossal, c'est loupé. Le Squig Goba, c'est loupé. Et on va passer à ma phase de charge. Alors là, je suis carrément hypé parce qu'il y a trop de trucs importants. On va commencer avec la charge du Colossal Squig. C'est parti. C'est un 4 et 2, 6. Donc ça me permet d'aller chercher Eltarion. Pas beaucoup plus, mais tout juste ce qu'il faut. Le Colossal a donc chargé dans Eltarion. Sur un 6, c'était une BM. Il s'est loupé. Ce n'est pas grave. Maintenant, charge de ces Bone God Bounders. Lesquels, ceux-là? Les 4 là? Je fais un 11. Donc ça va me permettre d'envisager des choses très sympathiques. Je vais réfléchir 2 secondes. Alors, énorme fait de jeu, j'ai tenté ma charge avec mes Bone God Bounders. L'idée, c'était quoi? C'était de réussir à placer un Bounders sur Eltarion pour lancer 10 dés et sur chaque 4+, faire une blessure mortelle. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait un double-as à ma charge. Donc, ça, c'est maison, ça, c'est la charge maison qu'on aime. Ça fait super mal, d'autant que mon Fungoid Cave Shaman est un poil trop loin. C'est une erreur de jeu de ma part, je l'ai avancé au maximum, par contre là, j'aurais mieux fait de laisser. Donc c'est une charge à 2, donc j'ai pas le choix, j'ai plus 2 grâce aux cogs, donc je vais pouvoir taper les Warden, mais mon plan de jeu s'effondre, et donc du coup je vais avoir Eltarion qui va être face au Colossal Squig. Beau duel. Ce qui est une très mauvaise nouvelle en tant que telle, mais c'est pas grave, donc du coup j'engage mes Bone God Bounders. Alors vu que mon plan s'est absolument effondré pour récupérer cet objectif-là, je vais simplement me concentrer pour essayer d'empêcher cette unité de tirer trop loin au prochain tour. J'ai donc une charge à 7 à passer, j'ai pas de héros dans le coin, il va falloir la réussir du premier coup. Oui, c'est un 12. Donc je vais réfléchir à exactement comment je me place parce que ça peut être assez intéressant. On arrive donc à la fin de la phase de combat. Alors clairement, ça a été une énorme déception de ma part. Je me suis écrasé sur des Feel No Pain de folie, j'ai rien passé dans la plupart des packs, j'ai absolument rien tué. Donc on commence par ici. Ici, j'ai quasiment rien fait, rien du tout. J'ai réussi à charger, bref, pas de riposte, on est bien. Par contre ici, énorme déception. Je crois que j'ai tué un mec. T'as tué un mec, je confirme. Il y a eu des... Pourtant j'avais que un -1 tweet à cause d'Avalenor, mais ça a été absolument une catastrophe. J'ai passé quand même le +1 à la sauvegarde en claquant mon dernier Ether Quartz. C'est ça. Mais donc voilà, ça a été une catastrophe. Ouais. J'ai rien qui est passé, donc énorme déception. Ici, je me suis fait arracher un Bounders avant de sortir le dernier Stone Guard, donc c'est déjà pas mal, il est sorti. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, le Colossal, il a pris 12 dans la tête, et par contre, il a réussi à arracher quelques PV à Eltarion. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait été assez compliqué. Eltarion à qui il reste un PV et on se rappelle qu'il a pris un tic du tir tout à l'heure de Scragot, ce qui fait que s'il loupe son dernier Feel No Pain, Eltarion va mourir. Je le fais maintenant? Allez, vas-y. Allez, on le voit maintenant. Je veux pas le voir. Est-ce que Eltarion va mourir? Feel No Pain à 5? Ah, il meurt! C'est terrible! Je peux pas le relancer, ça n'existe pas dans ce jeu. Eh ben écoute, il meurt, mais en même temps, son
Il n'y avait que son âme déjà, son corps n'était plus là. Là, il n'y a plus d'âme, Il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. Il n'y a même plus d'armure. En même temps, il a quand même arraché 12 PV quand même sur le, Ouais, sur le gros. il s'est bien gavé. Il s'est fait plaisir. Ouais. Et par contre, du coup, lui, évidemment, mon mangler totem, lui, il a servi à ma phase de héros de claquer un PC pour avoir un +1 à la baisse partout. Et le dernier Loon Boss sur Mangler n'a rien fait. C'était beau. Il a rien fait, il s'est repris 2-3 dégâts et il n'a pas été foutu de coller un PV. Donc de mon côté, ça a été quand même un énorme craquage négatif, on peut le dire. C'est vrai. Je précise aussi que moi j'ai utilisé, pendant cette phase-là, j'ai utilisé un point de com pour claquer un Nether Quartz supplémentaire pour avoir un +1 à la sauvegarde aussi sur eux. Ce qui m'a permis sur les attaques sans pénétration d'armure d'avoir une sauvegarde à 3 et surtout ce qui était Rend -1, un simili ignore Rend. Ouais. Et puis après, comme tu l'as dit, hein, là j'ai quand même enlevé quelques PV. Ouais. J'ai pas fait grand chose en retour non plus sur eux. Je crois que j'ai dû enlever un mec quand même. T'as retiré un mec, ouais. Donc il y aura un petit test de com, ça mange pas de... enfin un test de bravoure pardon. Exactement. Et globalement on arrive à la fin de ce tour. Oui, et là d'ailleurs il va y avoir des tricks de jeu entre guillemets assez intéressants. C'est-à-dire que ici, techniquement, j'ai encore une bravoure à 5, sauf qu'au tour d'avant tu m'avais mis un -1 jusqu'à la fin de la partie, donc j'ai une bravoure à 4. Donc avec un peu de chance, j'aimerais bien cette fois-ci perdre cette unité pour éventuellement pouvoir la ramener dès la fin de mon tour avec ma lune sur un 4+. Ça serait pas trop mal. Alors à titre d'information, cette unité de 4 qui était là, on a complètement oublié de le faire, mais ils étaient sous le debuff du sort de la Catalar. Et donc normalement ils auraient dû faire un test de bravoure pour pouvoir bouger, pour pouvoir charger, pouvoir faire tout le reste. On a oublié de le faire, mais voilà, c'est un oubli de ma part, tant pis, c'est pas grave. Du coup ils sont dans cette configuration et je pense que du coup ils ne méritent pas de mourir, ils méritent de rester pour que les stratégies de Sam ne soient pas bien mises en œuvre. Et puis voilà, donc on va faire notre phase de bravoure et on se retrouve pour la clôture du tour 2. Du coup, fin du tour, au niveau de la déroute, on peut dire que j'ai eu de la chance puisque j'ai réussi à faire un 6 à la déroute sur mon pack de Boonders qui avait déjà 4 de bravoure, -1 à cause de la Catalar au tour d'avant, ce qui m'a permis d'en perdre 3, ça tombe bien, c'est ce qui restait. Je vais donc pouvoir tenter de ramener l'unité de base de 10 à moitié effectif sur un 4+, à la fin de mon tour. Du côté de Tourop, les Warden, sur un 6, ils en perdaient, c'est pas arrivé, tout va bien. Du coup, on va pouvoir procéder à ce fameux jet de 4+, pour voir si mon unité de Boonders revient à moitié effectif. Je rappelle, l'unité de base était à 10. C'est parti sur un 4+, il est très important. 6, donc je vais pouvoir ramener 5 Boingrod Boonders. Ensuite, on va pouvoir procéder à l'avancée de la lune, ça aussi c'est important. Voilà, 4, donc la lune est sur toute la table, donc toute mon armée va pouvoir courir, charger. Je vais pouvoir distribuer des blessures mortelles, etc. Ça fait plaisir. Je vais avoir des bonus au cast, Tourop va avoir des debuffs au cast. Et ensuite, on va pouvoir procéder au jet d'initiative concernant les points. Je marque 2 points parce que je contrôle l'objectif là-bas, 2 points pour celui-ci, 1 point sur celui-ci. On est donc sur un score de 10 à 6 de mon côté. Avant de commencer le tour 3, on va savoir qui reprend l'initiative. Ouais. J'ai ceux des noirs. J'ai ramené mes Boongrot. Je compte sur toi. 3. Donc, alors pour ce tour, je vais décider de le prendre parce que c'est trop important pour moi de pouvoir rentabiliser mon pack de Boingrod Boonders et surtout, principalement, d'éviter que Teclis me renvoie encore la sauce à 18 pas autour de lui parce que je commence à avoir du monde. L'idée maintenant, ça va vraiment être d'être capable d'aller engluer au maximum cet objectif, enfermer Tourop dans son camp avec son maximum d'unités. Qui sait, si j'arrive à perdre une autre unité de Boingrod Boonders, éventuellement la ramener ou ramener une unité de Squigard. Donc l'idée, c'est vraiment grande marche en avant de toute l'armée et éventuellement un peu de rip-hop dans le fond et essayer de commencer à finir les trucs qui commencent à tomber en face. Alors pour ma phase de héros, grosso modo, j'ai essayé avec Scragot et les différents mages de lancer les sorts pour mettre des blessures mortelles sur eux. Ils sont passés, mais les Feel No Pain ont absolument tout arrêté. Le sort de Squealer ne présentait pas d'intérêt. J'ai utilisé l'aptitude de la lune pour mettre des 3 blessures mortelles. Le Feel No Pain a encore tanké. J'ai tenté le Itchy Nuisance, ça a loupé, j'ai fait 2. J'ai tenté la main de Gork, ça a loupé, j'ai fait 2. Et ensuite, j'ai tenté de lancer un Mystic Shield avec le Fungoid qui est sur le Balewind Vortex sur cette unité parce que je sais qu'elle va rester au cac et je veux qu'elle tienne un petit peu le coup. Et malheureusement, c'est Teclis qui a dispel auto. Ouais, Teclis a dispel auto et voilà, donc phase de héros assez naze, j'ai rien fait, j'ai pas mis de BM, j'ai pas passé de TP, donc il s'est absolument rien passé sur cette phase de héros. On va pouvoir passer gentiment à la phase de mouvement. Donc fin de ma phase de mouvement tour 3, donc ça a été assez, globalement j'ai pu faire ce que je voulais grâce à des très bonnes courses et vu que la lune est sur toute la table, je vais pouvoir courir et charger sur toute la table. On va commencer par ici. J'ai avancé mon premier pack de Squigard. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, le but, ça va être
potentiellement d'empêcher ces unités de sortir à leur prochain tour sans les engager à ce tour-ci. Donc en me mettant ici, je me prémunis un petit peu, potentiellement je vais gagner un tour plutôt qu'il puisse tuer ces unités sur l'objectif. Ces unités ne volent pas, du coup il ne pourra pas aller reprendre cet objectif à ce tour-ci. Ici, l'unité de Boingrod Bounders, je l'ai laissé engager parce que c'est celle-ci qui va me permettre de faire un petit peu levier sur l'objectif. Ici, j'ai désengagé mon pack de Squigard qui a la chance d'être encore 6. L'idée, c'est vraiment d'avoir 6 figurines sur l'objectif sans engager celle-ci, parce que vu que sur cette unité, il n'y a que 3 figurines qui sont sur l'objectif, grosso modo, si j'arrive à nettoyer un petit peu par là, il y a quand même vraiment moyen que je le récupère. Le colossal a avancé, il va charger ici en tapant sur les Warden, l'idée étant toujours que potentiellement il se fasse taper par Teclis. S'il se fait taper par Teclis, je pourrais repopper 5 Squig par ici. Donc ça c'est excellent. J'ai désengagé la Mangler qui était engagée ici. Je joue un petit peu à chaque fois entre les deux. L'autre Mangler a avancé celle qui n'était pas engagée pour aller super loin et aller chercher les sentinelles. L'idée c'est qu'elle ne meure pas à ce tour-ci et qu'elle bloque les sentinelles pour le T3 de Torop. Globalement, au niveau des mouvements, j'ai réussi à faire exactement ce que je voulais et on va voir ce que ça donne maintenant dans la réalisation une fois que j'ai lancé jet de dés. Alors du coup, phase de tir, le Squig Goba a réussi à tuer 4 Warden, donc c'est extrêmement important parce qu'en fait ça va me permettre, le plan étant dans tous les cas d'engager Teclis, ça va me permettre de passer potentiellement des Boingrod Bounders de l'autre côté, et en fait c'est même pas forcément la peine, je viens d'y penser, parce que j'ai déjà 6 figurines sur l'objectif, et côté Torop, il n'y en a déjà plus que 5, donc pas de possibilité pour lui de reprendre cet objectif. L'idée, ça va être du coup de laisser potentiellement ce plan-là, sans y toucher, sans engager les gros, et on ne bouge pas. Ensuite, le Scragot a tiré dans les Warden avec le Colossal, rien n'est passé. On va pouvoir passer aux charges maintenant, qui sont très importantes. De toute façon, elles sont toujours fiabilisées grâce aux cogs qui sont toujours en plus de mauvais charges. On va commencer par les attaques de Boingrod Bounders. Donc c'est une charge qui passe. Alors je vais commencer, puisque j'ai passé ma charge sur mon Loon Boss, à faire taper le Loon Boss sur Mangler sur cette unité de lancier. A noter que je n'ai pas chargé avec mon Colossal Squig, contrairement à ce que j'avais dit. Pourquoi ? En fait, tout simplement parce que à partir du moment où il y a assez de Warden qui ont été tombés, j'ai pas d'intérêt à engager Teclis qui pourra faire un mouvement de pivot. J'ai tenté une charge, ça me faisait arriver là, ça me permettait pas de sortir de l'aura de Teclis. Et en plus, il va me faire gagner un tour, puisque quand il va potentiellement exploser, il va pouvoir invoquer une unité de 5 Squig. Donc, j'ai l'assurance de garder l'objectif pour ce tour-là. J'ai engagé aucun gros et c'est du meilleur effet pour moi. J'ai juste le Boingrod Bounders et cette activation ici. Et ça marquera la fin de ma phase de combat. Alors là, fin de la phase de combat, je retrouve le smile. Je suis très content de ce qui s'est passé. Ce qu'on pouvait imaginer au début de la phase de combat, c'est passé à peu près comme prévu. Si ce n'est que ma Mangler, au fond, a tué un poil trop de sentinelles, ce qui a permis aux sentinelles de se désengager, puisqu'elle en a tué 6. Malheureusement, j'ai perdu un Boingrod Bounders ici. C'est pas tant le fait de le perdre, c'est principalement le fait que la Catalar va me faire bobo, et j'ai pas envie de perdre mon pack en entier. C'est pas trop grave, on verra ce qui se passe. Le pack de Boingrod Bounders a explosé le pack de Dawn Riders, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et surtout, j'ai pu, avant même de taper et de bouger avec mes unités ici, m'assurer que cette unité avec ses 6 figurines allait reprendre l'objectif contre 5 figurines. Donc c'est un tour qui est excellent pour moi, qui va me permettre vraiment de m'envoler, puisque l'objectif dans le camp de Torop vaut 4 points. Et ce que j'avais annoncé au début du tour, j'ai réussi à le faire parce que j'ai réussi à vraiment placer une énorme ligne. Cette unité, on dirait pas, mais elle est absolument primordiale parce qu'elle va aussi empêcher les unités de sortir. Parce que je rappelle, même si on ne vole pas, on ne peut pas passer à moins de 3 pouces d'une unité si ce n'est pas la phase de charge. Donc, excellent tour pour moi. On va pouvoir passer à la phase de déroute. Alors moi, ce que je vais faire, globalement, j'ai un test de déroute ici. Et sur un 2+, la Catalar va absorber le test de déroute et le projeter sur nos amis les Boongrots. Donc exactement. Ça passe sur un 2+, et ça passe. Ce qui veut dire que du coup, tu as moins 6. C'est ça. Donc j'ai une bravoure à 0. J'ai perdu un mec, donc je vais en perdre D6 plus 1. 3, je perds 4 Boingrod Bounders. C'est pas trop grave. L'important, c'était surtout que je ne perde pas tout. Et le fait d'avoir... Hop, j'ai dit 4, c'est ça ? Oui. Allez, on va retirer lui. Du coup, c'est tout pour ce tour-là. Mon colossal n'a pas encore explosé, qui va me ramener encore des figues. Je marque donc 4 points ici. C'était l'objectif de toute la manœuvre depuis le début. 2 points ici, 2 points ici.
1 point ici, ce qui me fait 9 points. On était sur un score de 10 à 6 et on va passer sur un score de 19 à 6. Et il n'y a plus qu'à essayer de résister quelques tours. Et je vais quand même à la fin de mon tour faire mon 4+, pour voir si je peux ramener une unité. C'est hyper important encore. Et non, pas pour ce tour-là. Bien, je commence ce tour 3. Donc là, le double tour de Sam m'a clairement mis dedans, puisqu'il a réussi à venir me voler mon objectif et du coup à scorer 4 points supplémentaires. Il commence vraiment à prendre une belle distance en termes de scoring. Il m'a enlevé les unités mobiles, donc les Downriders. J'ai plus de Warden ou très peu, il me reste une unité de 3. Il me reste mon gros Teclis, j'espère en faire quelque chose d'un peu stylé avant la fin de la partie. Donc je vais reposer tous mes efforts sur le fait qu'il va faire du gros dégât sur sa phase de psy. Et puis on va essayer de remonter la table aussi vite qu'on peut pour endiguer, parce que là j'ai pris cher, mais il a des unités qui sont clairement bien entamées sur son armée. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement et je vous y résumerai ma phase de héros. Bien, on se retrouve à la fin de phase de mouvement de mon tour 3. Il y a eu un bouleversement des royaumes mortels et immortels sur la table, puisque il y avait un sort qui était indispensable, enfin c'était pas indispensable mais il avait son importance, c'était le sort de Teclis pour pouvoir faire de la mortale, des blessures mortelles en zone. Et je voulais passer 4 sorts, donc je les ai passés automatiquement à 10. Et Sam a réussi à me dispel, et bien sûr un 10, et comme il a plus 1 au dispel, c'est passé à 11, il a réussi à me dispel mon sort, et du coup, j'ai pas impacté, j'ai rien du tout fait en termes de dégâts sur Teclis. Par contre, j'ai repassé son aura de Feel No Pain, j'ai passé l'éclipse totale, donc pour rendre difficile la gestion des points de com à mon adversaire. Et j'ai doublé aussi le move de mes Warden. L'idée était de faire des trucs stylés, mais bon, on verra ce que ça donne. Globalement, ma phase de mouvement est terminée. Je vais arriver sur ma phase de tir. Je vais essayer d'avoiner tout ce que je peux. Je vais essayer de charger tout ce que je peux. Là, il faut que je réduise un maximum les ressources de mon adversaire. Et puis après, j'aurai plus qu'à croiser les doigts pour un éventuel double tour. Mais ça risque d'être difficile. C'est pas grave. On est des luminettes. On garde l'espoir que la lumière jaillissent sur le champ de bataille. Ok, donc fin de ma phase de tir. Globalement, le fait que Teclis ne génère pas ces bulles d'aura, je comptais là-dessus pour virer le colossal et les mangleurs. J'ai utilisé du coup mes ressources, à savoir mes archers et les petits tirs à droite à gauche pour tuer le colossal et les 2 mangleurs qui étaient déjà bien désossés. Et puis ça va me permettre maintenant d'avancer un petit peu sur ma phase de charge et de tambouriner un petit peu tout ce que je peux tambouriner, sachant que là Sam n'a plus grand chose sur la table, mais il s'est très bien placé pour bloquer mes mouvements, profiter un maximum du fait que l'armée luminette est quand même relativement lente et n'a pas, hormis Teclis, d'unité avec le mot-clé vol. Du coup, j'ai beaucoup de mal à sortir de ma zone. Je vais essayer de faire au mieux une belle grosse charge avec Teclis pour aller chercher le petit groupe de 5 squigs qui viennent popper suite à la mort du colossal. Ça serait royal. Sinon, on fera avec. Et puis c'est bien tout. Je déclare mes charges, je tape et on se retrouve à la fin de mon tour, voir ce que ça a donné. Bien, on arrive à ma phase de combat. Il s'est passé ce qui devait se passer. Globalement, j'ai enlevé le pack de Squig qui était juste ici, avec ma montagne. Notre ami Teclis, qui n'est pas du tout fait pour tabasser beaucoup de monde au corps à corps, a réussi à tuer 3
Boongrot, du coup, bah, lui, vu qu'il a bouffé un malus, il a mangé un malus à cause de la catalare, du coup, cet animal-là va partir automatiquement à la bravoure. Et puis, il n'y a pas moyen pour Squig, pour Sam, de sauver au moral. Exactement. Eux, pas de dégâts. Par Ils ont contre, fait le café quand même. ils m'ont enlevé 4 PV à mon archimage. Là-bas, de l'autre côté, j'ai rien fait. Et ici, j'ai enlevé un petit Squig. En revanche, Sam s'est bien affairé à garder 6 pouces ici pour pouvoir utiliser non pas 1 mais 2 points de com, puisqu'on est en éclipse totale, pour les sauver au moral, ce qui va lui permettre de conserver l'objectif si toutefois les choses se passaient mal. On arrive globalement à la fin de ma phase. Bravoure, paf, ça a disparu. Et ici, je dépense 2 PC, j'en avais 4 grâce au double tour qui m'a permis de cumuler beaucoup de PC sans la totale éclipse. Il m'en reste 2. On arrive à la fin de mon tour 3. Globalement, j'arrive à récupérer l'objectif qui m'appartient de droit. Bon, quand on en est à se battre pour récupérer son dû, c'est que le reste qui ne nous appartient pas ne nous appartiendra pas non plus après. Donc du coup, je mets qu'un seul point. J'étais à 6, je passe à 7. Et puis voilà, donc maintenant ça va être, il y a quelques petites actions de la part de Sam concernant sa lune et concernant quelques petites actions qu'il va faire, et puis on va se retrouver pour le jet de dés, savoir qui récupère l'initiative sur le tour 4. Du coup, petit point concernant la fin du 3e round de bataille. Ce qu'il faut savoir, c'est que là j'ai actuellement 12 points d'avance. Ça paraît quasiment impossible que Tourop récupère cet objectif à partir du tour 4 en tout cas, et s'il n'arrive à le faire qu'à partir du tour 5, il va marquer au maximum 5 points ce tour-ci et 9 à celui d'après, ce qui lui ferait plus 14. Il est à 7, ça ferait donc un total de 21. Et ce qui, si je ne marque pas de points, serait suffisant. Ça paraît un petit peu compliqué, mais il y a quand même un monde où c'est possible. Et donc on va regarder les actions de fin de round. Déjà, on va regarder le mouvement de la lune. Elle est actuellement sur toute la table. 1, donc c'est le meilleur résultat pour moi. Elle reste sur toute la table puisqu'elle ne se déplace pas. Et on va pouvoir procéder tout de suite au jet d'initiative, en sachant que si Tourop n'arrive pas à le récupérer T4 et T5, c'est cuit. 2, il est pour moi. Alors techniquement, c'est vrai que ça m'avantage là de prendre le tour, puisque j'aurais juste à désengager cette unité de Squig et à rabattre celle-ci en écran pour encore gagner un tour et marquer 5 points à ce tour-là quasiment sans rien faire. Pour le beau jeu, on va laisser un dernier round à Tourop pour voir s'il arrive à s'en sortir. Et donc on va passer au 4e tour des luminettes, voir quand même si ça cogne un petit peu, parce que là, je suis un peu déçu. Bon, Sam, grand prince, veut me voir aussi continuer à souffrir. Donc, il me laisse cette initiative. Vous l'avez bien compris, à partir du moment où il ne me laissait pas ce jeu d'initiative, il gagnait la partie. Là, on est là, encore une fois, pour s'amuser, puis pour voir ce dont les armées sont capables. Je vais essayer de faire du dégât avec Teclis. Je vais essayer de faire remonter ma vache tel un buffle dans les rangs esselés des gobelins, et puis on va voir ce que ça donne. Je vous propose qu'on se retrouve déjà savoir si Teclis fait le taf. Allez, c'est parti donc pour ce dernier tour. On commence par une phase des héros. On va voir si Teclis, tout colère de cette fée Dispel comme le dernier des Psykers, va du haut de sa figurine envoyer de la mortale. Je vais donc refaire la même. Je vais jeter 4 sorts et je vais les passer en valeur de charge 10, à valeur de cast à 10. Et du coup, le premier, ça va être les blessures, le Feel No Pain contre les blessures mortelles. Donc toutes les unités amies à 18 pouces autour de lui annulent les blessures sur du 5+. Tu veux dispel ? Ouais, je vais tenter de dissiper. Quand même, Scragot a réussi au tour d'avant à mettre une masterclass magie à Teclis. On va voir si c'est vraiment lui qui fait la loi. Pas ce tour-là. Ok, deuxième sort, je vais passer l'explosion de blessures mortelles tout autour de lui. Alors là, Scragot avait réussi à dispel ce sort au tour d'avant. Ça va coûter très cher d'ailleurs. Exactement. Non, toujours pas. Il est fatigué. Ok, ensuite je vais passer encore une fois l'éclipse totale. Ça m'intéresse. Je vais tenter de le dissiper avec mon premier Fungoid en fond de cours. Non. Et le dernier sort que je vais passer va être de doubler la caractéristique de mouvement de ma vachette. Et évidemment, je vais tenter de le dissiper. Et non. Ok, ça se passe plutôt bien. Maintenant, eux vont jeter le sort pour générer des blessures mortelles sur du 5. Donc, on n'a pas fait, je vais vous générer immédiatement les dégâts. Teclis, donc sur du 2, 3 et 4, ça fait des 3 blessures mortelles. Et 5 et 6, ça fait des 6. On commence par ici. C'est parti, attention. Des 3.
Des 3 blessures dans les petits squigs. 3. Ça fait 3. J'avais un PV de perdu, j'en perds un deuxième. Ok, je prends. Ensuite, Les bonnes grottes, allez. ici, Ouais. Encore des 3. 3. allez, un petit 3 encore. Ça en fait 1. Ça fait 1 PV ici. Les bonnes grottes, star du game. Des 6 BM. Et les 6 BM. Les 6 BM. Les... Oh, tristesse. Et du coup, bah, c'est fini. Alors, on m'a vendu ce sort. Et je cite Sam. Tu vas pourfendre mon armée. Ça va m'atomiser. Ouh là là. Et en fait, j'ai dû faire 6 mortels sur toute la partie avec ce sort. J'ai pas dit oulala, si je puis me permettre. T'as pas dit oulala, mais on aurait pu l'interpréter comme un oulala, ceci étant. Ok, donc fin de pour lui. Après, donc le sort de Ish, ici, pour générer des blessures mortelles sur du 5 et du 6. Eh bien, ça passe. Ah non, j'ai -1 pour casse, non? Oui. Donc ça passe pas, le sort passe sur du 6, si je dis pas de bêtises. Notre ami Catalar va passer son sort pour bloquer les moves sur du test de bravoure. Ça passe, c'est parfait. Ensuite, notre ami qui est ici va faire la même chose sur les petits squigs qui sont face à lui pour bloquer, eh bien, le mouvement, sachant qu'en fait les 2 sorts sont 2 wordings différents. Donc ça fait plaisir. Et ben ça ne passe pas, quelle tristesse. Et eux, nos amis les archers qui sont là-bas, vont passer aussi le sort de Ish. Oui, ça passe, ce coup-ci, ils vont pouvoir décocher des flèches comme des archers, quoi. Ok, donc j'arrive à la fin de ma phase de mouvement. Globalement, ce que j'ai fait, j'ai fait avancer de 12 plus 2 grâce au sort persistant que Sam a mis sur la table au début de la partie et le sort qui me permet de doubler le mouvement de ma vachette. Et du coup, ma vachette a bougé de 14. Elle va prendre l'objectif central et venir saigner les 5 petites cacahuètes un peu trop arrogantes à mon goût. Ensuite, j'ai désengagé des 2 corps à corps sur les 2 packs de Squig, à savoir une avec mon Stone Mage et l'autre avec mes Warden. Mes archers se sont mis en position de tirer. J'attaque immédiatement ma phase de tir. Globalement, je vais essayer de faire du dégât un maximum. Après, charger, taper, tuer des trucs un maximum. Ok, donc là j'ai tiré, c'était pas mal. La vachette ici a enlevé 1 PV sur un petit squig. Mais bon, on va s'en occuper au corps à corps, donc c'est pas tant problématique. Teklis a brillé, à défaut de briller sur sa phase de psy, il a brillé sur sa phase de tir et il a enlevé 3 je crois, 3 petits squigs. Donc ça fait plaisir, parce que j'ai fait 5 mortels, c'est 5 wounds sur mon Deci damage. Ici j'ai enlevé un petit gars et 1 PV, 1 ou 2 gars. J'en ai enlevé, et j'ai enlevé aussi un petit peu de... Un Bonegrod Bounders. Ouais. Un Bonegrod Bounders, lui-même, il est mort, et il ne reviendra plus. Soyez-en avisés. Et maintenant, je vais attaquer immédiatement ma phase de charge. Globalement, ma vachette qui est ici, je prends 2 dés, et je leur rentre dans l'art, comme Jaja, comme jamais. Voilà, charge à 4, c'est très bien. Ça va me permettre de me mettre ici. Ça va me permettre de mettre ici. Et ça, c'est bien. Ensuite, notre ami Teklis va charger. Allez, lui, on veut une grosse charge. Oui, encore une charge à 4. Ça fait une charge à 6. Ça sera suffisant pour aller chercher le petit Squigounet. Le petit Squigounet qui est juste là. La figurine de Teklis, il faut en prendre soin quand même. Hein. Ok, nos amis les Warden ont désengagé. Et ici, histoire de faire mumuse, je vais charger avec mes archers sur les 3 loustiques. Squigard. Les 3 Squigard. Est-ce que c'est bien utile? Oui, je vais le faire. Parce que, après tout, à la guerre, on se pose plus trop de questions. Voilà, ils ont chargé. Blah. Bien, fin de la phase de combat. Globalement, la montagne a enlevé les 6 petits squigs. Notre ami Teklis, juste ici, de toute beauté, peint par Creative Charlie, a enlevé le petit squig. J'ai pas pris de risque, j'ai tout mis là-dessus. L'objectif était d'avoir 3 figurines à la fin sur l'objectif et du coup de le reprendre au nez et à la barbe de mon adversaire. Et ici, on a enlevé... combien on a enlevé? Un archer et un squig.
Donc j'ai perdu un archer et il a perdu un squig. On arrive à la phase de bravoure. Globalement, je vais avoir un test de bravoure ici. Je vais absorber le malus avec la catalar et le renvoyer sur les squigs. Sur un 2+. Du coup, sur un 2+. Sur un 2+. Ah oui, sur un 2+, ouais, excuse-moi. Sur un 2+, du coup, l'aptitude marche. Oui, donc du coup, j'ai une bravoure de 3 qui va passer à 2. J'ai perdu un mec. Si je fais pas un 1, j'en perds 3, donc j'en perds 2. Hop, à la bravoure. Donc ils ont fui, et donc comme ils ont fui, je jette 2 dés sur chaque 4+, c'est une BM. Une BM en mourant. C'est beau. Et ensuite, nos amis, les Boongrot. Les Boongrot Boonders, ils ont 5 de bravoure normalement, ils sont passés à 4, ils ont perdu un mec sur un 3. Ça passe, 4+, j'en perds. Ça fait mal, j'en perds 3, ils sont morts. Et ça compte, ça fait très mal. C'est l'archi des routes côté Gloomspite sur le tour 4. On sent que Sam, il a donné le tour, vas-y, fais mumuse comme si tu avais gagné, mais de toute façon, tu n'as pas gagné. Donc là, on sent que les Gloomspite se laissent faire. C'est un peu la fan game pour rassasier le joueur perdant. Vous voyez, donc n'hésitez pas dans vos clubs, vos associations, dans le groupe joueur, quand vous gagnez automatiquement une partie, donnez une chance à votre adversaire perdant pour que lui aussi puisse tirer un peu de bonheur et se sentir glorieux sur le champ de bataille. Ça fait toujours plaisir et comme ça votre adversaire reviendra à la prochaine partie. Et donc voilà pour ça. Et ça va me faire arriver globalement à la fin de mon tour 4. Ouais. Et je vais récupérer 5 points puisque je tiens les 2 objectifs centraux et mon objectif. Je passe donc de 7 à 12 points. C'est ça. Et on va faire rapidement mon T4. Sam en a toujours 19. Donc on va voir au T4 ce qu'il arrive à récupérer. Donc là, si j'arrive à marquer 3 points pour passer à 22, j'aurai exactement 10 points d'avance. Et comme tu en marques 9 au maximum, j'aurai gagné. Et on voit ça tout de suite. On est donc maintenant sur un score de 19 à 12, ce qui veut dire que j'ai 7 points d'avance. Tour up, là, clairement, il a pris complètement la table. Il faut absolument que j'arrive à capitaliser sur les tours que j'ai gagnés en plaçant mes unités, etc. Et il faut absolument que j'arrive à prendre 10 points d'avance pour être sûr que même s'il me table rase à la fin, je gagne quand même. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut que je marque 3 points. J'ai un point qui est acquis. Il faut absolument que j'arrive à dégager les 2 Warden là-bas, à ma phase de héros et à ma phase de tir pour reprendre cet objectif. Si j'arrive à reprendre ces 3 points, c'est gagné. Donc, on va passer immédiatement à ma phase de héros. C'est parti donc pour la phase de héros. Alors déjà, premier truc, les effets de mes fungoïdes. J'ai 2 PC, j'en gagne 1, je passe à 3. Mon général est encore sous la lune, je passe à 4. Début de tour, je passe à 5 PC. Alors maintenant, on va utiliser l'effet de la lune qui dit que cette unité est entièrement sous l'effet de la lune puisqu'elle est sur toute la table. Si j'arrive à faire 2 ou moins, c'est D3 BM. Non, c'est loupé, c'est pas grave, on garde la tête haute. Mon Skragot va tenter de lancer son sort maison pour faire exploser cette unité. Il a plus 1 au cast naturellement, plus 1 sous la lune. Je fais un 6 et de 8. Est-ce que tu prends la dispel automatique là-dessus? Dispel auto là-dessus. Non, je vais le dispel. Attention, oh non, j'hésite. Non, dispel auto. Allez, dispel auto. On va donc passer maintenant au trait magique de Skragot là-dessus. Il faut que ça pète d'une manière ou d'une autre. Je fais 3 et de 5. Le trait magique passe. Mais je vais tellement te le dispel avec tes clis, ça peut pas être autrement. Oh non! Attention. Ah, j'ai des feel no pain aussi, c'est vrai. C'est pas fait. Tu as un feel no pain, puisque tu as une blessure mortelle. T'as fait qu'une? T'as fait qu'un? Oui. Ok, le feel no pain à 5. Oui, ça tient! Oh, c'est absolument génial! Donc ça tank. Globalement, pour ma phase de héros, il n'y a pas grand-chose d'autre de super intéressant. Et donc on attaque la phase de move. Ok, donc Sam, à sa phase de mouvement, est venu mettre une 3e figurine sur l'objectif, de façon à s'assurer avec le seul kill d'un Warden, le contrôle de celui-ci. Par contre, il va pas falloir se foirer. Donc on commence par quoi, Sam? Allez, on va commencer par... ça serait bien que ça soit justement Skragot qui a dispel Teclis au bon moment, qui va finir la game sur un magnifique kill. Donc c'est parti, il va tirer, il a le petit stick à 28 pouces. J'ai 6 tirs en 3+. Ouh là là, ça commence à fatiguer pour tout le monde. 3+, t'en as 3, reine -1, dégâts 1. Je me permets, je suis pas en compagnie scintillante, t'as 2 figurines? Bah non, puisqu'il faut être avec 2 figurines. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, bien vu. Et j'ai combien alors du coup? 3, reine -1, dégâts 1. J'ai une save à 4. 2 feel no pain. Reine -1, non? Ouais. Du coup, j'en ai 3. 3 feel no pain. 3 feel no pain. C'est la fin des haricots. Et ça va me permettre de reprendre cet objectif. Je ne vais même pas charger, pas faire ma phase de combat, etc. Comme un bon gobelin, je ne vais pas bouger. On voit qu'au 5e tour, j'allais prendre de toute façon tarif. Et je marque 3 points
ce qui m'emmène sur un score de 22 à 12. Et donc, même si Torop marque 4, 2, 2 et 1, ça fera qu'il marquera 9 points, ce qui fera un score de 22 à 21, et ce qui m'assure une bonne victoire de Lash en ayant fuite partout en Gloomspite. Ok, donc on arrive à la fin de cette partie. Déjà, merci à toi, Sam, d'être revenu une deuxième fois au studio. Merci Et beaucoup. c'est pour deuxième l'invite. victoire pour toi. Tu domines Ouais. sur Age of Sigmar. Donc ça fait plaisir. Bah, écoute, merci pour l'invite. Ça m'a fait vraiment super plaisir de pouvoir revenir avec la nouvelle allégeance, les Jaws of Mork, etc. Avec un format un petit peu plus sympa, un petit peu plus gros, en pouvant en mettre pas mal d'unités qu'on n'a pas trop l'occasion de voir. Donc ouais, super partie en plus. Ça a été hyper tendu. Il y a eu des énormes craquages, des gros retournements de situation. Et puis non, bah écoute, c'est un plaisir de jouer sur des belles tables. Et puis c'était super cool. Ouais, donc le défi vraiment de ce rapport de bataille était déjà de me remettre à Age of Sigmar par le levier qu'est Sam. Donc il nous a bien aussi motivé. Le fait de te recevoir, ça nous motive à nous aussi à sortir une belle armée. En plus, on avait l'armée Luminette qui stackait dans les armoires depuis un moment, donc ça fait super plaisir. Moi, ce que je retiens, c'est de cette partie, effectivement, comme tu l'as dit, la partie a été super intéressante. Jusqu'à présent, beaucoup de parties que moi j'ai pu voir ou faire sur Age of Sigmar avaient tendance à être une espèce de rencontre entre un marteau et une enclume, et c'était celui qui tapait le plus fort, le plus vite qui gagnait. Et là, on se rend compte que il y a vraiment une game. Il y a cette bascule sur le tour 3 où tu gagnes le double tour. Et du coup, tu reprends le tour 1 sur le tour 4, et là, tu reprends le premier tour sur le tour 4, et là, on sait que la partie est finie à partir de ce moment-là. Pour le plaisir du jeu et de voir ce que peut offrir les Luminettes sur une fin de game, on l'a joué. On a vu que même ça n'avait pas suffi, mais ça réduit le delta de scoring, puisque ça réduit l'écart en points entre les Gloomspite et les Luminettes. Donc ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que si ce jet de dés était vraiment gagné pour ma part, parce que dans la logique, tu ne me le laisses pas, dans la logique, tu veux gagner, c'est quand même le but du jeu. Donc si ce jet de dés était gagné pour ma part, il y a quand même game jusqu'à la fin. Et ça, c'était intéressant. Je rebondis là-dessus sur le fait que j'ai vraiment apprécié de jouer Luminette. Le fait de jouer phase de psy, phase de tir, phase de mouvement, enfin de jouer toutes les phases, ça m'a vraiment donné envie de revenir dessus, parce que là, pour le coup, comme je dis, c'est la première fois que je les joue, je découvre un petit peu, c'est un jeu que je pratique pas, donc j'ai pas les mécanismes de jeu que tu peux avoir, les réflexions que tu peux avoir, mais ça m'a vraiment donné envie de m'enrichir à travers ce jeu et de continuer à jouer ces Luminettes. Et franchement, j'ai vraiment envie, ça m'a motivé à aller jouer sur un format peut-être un petit peu plus compétitif de 2000 points. Voilà. C'est une armée qui est super intéressante en plus, parce que comme tu l'as dit, on joue vraiment sur toutes les phases. C'est pas forcément simple à prendre en main d'un point de vue de techlist. On a des choix tout le temps. L'utilisation de la Ether Quartz, c'est une ressource qui est quand même super rare. Être capable de savoir à quel moment on la lâche, c'est pas évident. Après, pour être un petit peu objectif, je pense que le scénario m'avantageait un peu dans le sens où mon armée a une projection monumentale, ce qui m'a permis d'aller chercher ton objectif de fond de table et que mon armée vole, c'est hyper important. Je me suis beaucoup basé sur le fait que toi, tu n'avais pas de capacité de vol, en mettant des rideaux en permanence pour que tu perdes du temps, parce que je savais que sur le fil et le long de la partie, si je réussissais pas mes invoques pour revenir à la fin de mon tour assez tôt, j'allais me faire user petit à petit. C'est en fait ce qui s'est passé. Je me suis fait élaguer. À la fin, j'avais plus rien, mais il y avait eu cette bascule au tour 3 où j'avais pris les points, qui faisait que c'était trop compliqué pour toi de revenir. Il y a quand même eu des faits d'armes absolument stylés sur cette partie. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Il y a eu des phases où c'était assez rigolo parce que, notamment autour d'eux, là j'ai un plan, tu vas voir, ça va cartonner. Et en fait, ça écrasé. Ça a pas fonctionné. Ça a été quand même revalorisé par le double tour. Du coup, ça t'a permis de vite reprendre la main. Le combat entre le Colossal et la lumière d'Eltarion. Je lui ai donné à peu près la totalité des noms qui finissent par on. Connu dans l'univers du wargame, voilà. Donc la lumière d'Eltarion qui se farcit le Colossal à quelques PV près, c'était vraiment cool. Et puis voilà, j'aurais aimé que Teclis fasse plus le café, parce qu'on me l'a vendu, parce que tu me l'as vendu, parce que vous me l'avez tous vendu comme une machine de guerre. Et bon, on l'a vu que moi, ça n'a pas été encore ça. En fait, il y a eu vraiment un moment où à partir du T3, j'arrive à sortir. En fait, ce qui est important, c'est de se dire que la phase de
tir a lieu après la phase de mouvement, ce qui veut dire qu'en fait, si on n'est pas capable de sortir des unités en face de héros, on n'est pas capable d'avancer, ce qui veut dire que derrière, les charges ne sont pas possibles. Et au T3, la dissipation de mon Scraggot a fait en fait tout simplement que tu t'es retrouvé à faire ta phase de mouvement pour ne quasiment pas avancer, puisque c'était le plan, et en fait de perdre en fait une phase, puisque tes charges étaient trop loin, etc. Du coup, c'était, voilà, tu as vraiment perdu un tour. Moi, c'était mon plan en te mettant des rideaux au fur et à mesure. Mais c'est clair que si Teclis avait pu passer son sort de dégâts et qu'il avait éventuellement fait un petit peu plus de dégâts au premier tour, tu aurais certainement déboulé peut-être un tour plus tôt sur moi et là ça retournait la game. Ouais. En tout cas, c'était super plaisant, vraiment. On retentera l'expérience avec d'autres armées, avec plaisir. Et puis, vous savez, vous connaissez le dicton, vous nous retrouvez sur Facebook, les amis, sur Instagram, sur Discord. Évidemment, vous n'oubliez pas que d'ores et déjà, vous pouvez nous retrouver aussi maintenant sur notre site creativewargame.fr avec des articles de jeu. J'en profite, comme j'étais là, pour passer un petit message à la communauté de Age of Sigmar, parce que je sais que la communauté est quand même assez attachée à toi. N'hésitez pas aussi à nous contacter en termes d'articles de jeu et de contenu sur notre site. On est essentiellement axé sur 40K parce qu'à ce jour, c'est essentiellement la communauté 40K qui vient vers nous. On est entièrement ouvert à aider aussi la communauté Age of Sigmar à s'épanouir et à grandir. Donc, c'est avec plaisir qu'on veut et qu'on pourra vous partager des articles de jeu autour de Age of Sigmar sur des formats peut-être un peu plus courts que ce qu'on voit en vidéo, sur les reviews, sur tout ce contenu-là. Et ça sera un vrai plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, commandeurtv@gmail.com. Vous nous retrouvez sur creativewargame.fr. Et puis comme d'habitude, les gars, le petit pouce bleu des familles, la petite cloche abonnée, tout ça, vous connaissez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Squigard et sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Salut.